Bonsoir, heureuse de vous retrouver en cette veille de Noël. Nous serons ensemble toute la semaine prochaine et puis vous vous préparez sans doute aux festivités de demain soir, à vous retrouver au sein de vos familles élargies et parfois pour d'autres encore à affronter la solitude. Alors le 25 décembre correspond en fait à une commémoration très ancienne qui date de l'Empire romain et qui célébrait la fin du solstice d'hiver et la renaissance de la vigueur du soleil, d'où son nom de Sol Invictus, jusqu'à ce que l'empereur Constantin en 336 décide de fixer la commémoration de la naissance du Christ pour réconcilier ces deux cérémonies. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de soleil entre nous ce soir sur l'antenne d'Europe 1, de lumière et de chaleur pour nous réchauffer ensemble l'âme et le cœur. Vous pouvez nous joindre en composant le 39 21. Ce sont Julie et Siba qui ce soir reçoivent vos appels et Arnaud Henry qui réalise cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir à tout moment à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 et en commençant votre texto par le mot nuit. Et puis merci déjà à tous les fidèles et à tous les textos que je reçois. Merci à Mamie les Bilules, Eridan, Geneviève et Sylvie, Dourga et le fidèle Sergio. Merci d'être là avec nous ce soir. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vais être un peu émue parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai décidé de passer mon Noël toute seule cette année, malgré mes enfants qui m'ont invitée, mon frère, enfin toute la famille m'a invitée. Oui. Parce que Noël, pour moi, finalement, depuis quelques années, c'est toujours des drames. C'est-à-dire, j'ai passé 2 ans à l'hôpital avec mon mari qui a fini par mourir en janvier, donc le Noël a été dur. Ensuite, pour me changer les idées, je vais chez des cousines. C'est la tante qui, le jour de Noël, fait une attaque. J'ai été avec ma cousine à l'hôpital, donc Noël encore aux urgences. Il y a quelque temps, c'est ma mère, chez ma fille, qui a une malaise et je me retrouve encore à l'hôpital aux urgences le jour de Noël. Il y a 2 ans, c'est moi qui ai failli me retrouver aux urgences parce que j'ai eu une arrête dans la gorge au moment du repas de Noël et j'ai passé tout mon repas à croire que j'allais mourir étouffée. Enfin bon, cette année, je me suis dit maintenant, je n'en peux plus de faire toujours comme si tout allait bien, comme si là, je baisse les bras. En plus, je suis quand même malheureuse parce que cette année, j'ai mis ma mère dans une maison d'accueil. Et justement, aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles. Elle pleure. Elle a 97 ans quand même. Les 2 derniers Noëls, je les ai passés en tête-à-tête avec elle parce que je voulais pas la laisser toute seule. À la maison de retraite ? Oui. Là-bas ? En maison d'accueil. Oui, en maison d'accueil, pardon. Oui. Voilà. Donc, je l'ai mise au mois d'octobre, le 15 octobre. Et là, cette année, moi, aujourd'hui, on m'a dit, elle pleure. Elle a dit aux gens chez qui elle est que, heureusement qu'ils étaient là, tout ça. Je trouve ça un peu dur parce que je me suis toujours occupée de ma mère, toujours occupée de ma famille. Et là, je suis un peu fatiguée. Alors, je sais pas, je pense que je voulais aller faire une retraite dans un monastère. Oui. Mais j'ai pas eu ce courage parce que je me suis dit encore la route, parce que je suis dans une région, comme je faisais kilomètres, les frais, j'ai décidé de rester tranquille chez moi et je sens que je vais peut-être être plus heureuse. C'est ça qui m'inquiète. Moi qui aimais beaucoup la famille, je fais de la peine certainement à mes enfants. Je fais de la peine. Ils vous l'ont dit, vos enfants vous l'ont dit que ça leur faisait de la peine que vous ne veniez pas ? Non. Non, ils ont rien dit. Donc ils respectent votre décision. C'est ce que ma fille a dit à sa belle-mère. Oui. Sa belle-mère lui a dit, laisse pas sa mère. Mais mes enfants, l'année dernière, quand même, ils m'ont fait des choses. Des fois aussi, mes enfants, ils m'ont été quand même assez durs avec moi, des jours de Noël. Donc, je me dis que franchement, j'ai pas du tout la tête à la fête. J'ai pas du tout envie de Noël. Pour moi, ça va être aller peut-être à la messe de minuit, ça va peut-être aller dimanche retourner à la messe, parce que là, je trouve que c'est une fête religieuse et maintenant, c'est l'abondance, c'est l'argent donné, les jouets, tout ça. Puis moi, je suis à la retraite, j'ai moins d'argent qu'avant. Mais vous avez envie d'être avec vous-même, là. Vous avez envie de fêter Noël. Mais vos enfants ont l'air d'assez bien le prendre. Enfin, vous leur avez expliqué, là, tout ce que vous me dites là? Vous leur avez dit comme ça, ou? Non. Non. Non, parce que je crois pas qu'on me comprenne. Parce que moi, j'ai perdu mon mari quand même. Moi, j'ai souvenir de mon mari avec les cadeaux de Noël, avec un bolduc qui n'avait pas la force de tirer tellement qu'il était mal. Et donc, il est mort quand même l'année d'après. Mais j'ai quand même passé 2 Noëls avec lui, terrible, avec un enfant qui venait de naître, mon fils, et ma fille qui avait 6 ans. Oui. Et depuis, c'est vrai, et les gens ne comprennent pas parce que ça fait quand même 30 ans
qu'il est parti. Donc les gens ne comprennent pas que depuis 30 ans, je n'ai pas passé, parce que je ne peux pas passer les caps, étant donné qu'à Noël, il y a toujours quelque chose qui m'amène dans un hôpital. Et puis qui vous amène en arrière finalement, c'est ce que je comprends. Hein, c'est comme si une histoire, un disque rayé qui se répète. Tout à fait. Et qui vous ramène à chaque fois en arrière. Voilà, si... et ça je comprends pas. Oui. Et mon anniversaire, c'est la même chose. Mon mari, il a fallu qu'il rentre à l'hôpital le jour de mon anniversaire. Donc il est rentré le jour de mon anniversaire. L'année d'après, je voulais sauver. Je suis allée à Paris. Je me suis retrouvée à Saint-Louis le jour de mon anniversaire. Et ça allait très mal parce qu'il était pas du tout bien. Et ensuite, après, au bout d'un certain temps, parce que moi je suis une battante, j'ai eu un accident avec une gamine en mobilette, c'était le jour de mon anniversaire, et je vous en passe. Oui, comme si les dates, il y avait quelque chose à des moments symboliques comme ça qui vous arrivent. Alors, j'arrive pas à comprendre. Et un jour, encore pour mon anniversaire, après mon décès de mon mari, tu savez, mon frère, on avait une bande de copains, chacun fêtait son anniversaire. Et moi, j'ai dit, je vais faire comme tout le monde, je vais le fêter. Et ce jour-là, ma tante m'appelle, elle me dit, ta grand-mère est morte. Et c'était encore le jour de mon anniversaire. Et moi, après, je ne voulais plus fêter mon anniversaire, comme maintenant, je ne veux plus fêter Noël. Mais mon anniversaire, le jour de mes 40 ans, j'ai débarrassé ma maison, j'ai invité tous mes cousins, mes cousines, et j'ai dit, moi, stop, maintenant, je change de dizaine, je vais refêter. Et comment ça s'est passé, justement, votre anniversaire, Dominique, quand vous avez pris cette décision-là? Ah, mais super. Ah, super. Ah, oui. Ah, donc c'est ça qui vous motive pour passer Noël seul. J'imagine cette expérience-là vous a appris quelque chose, et du coup, vous avez envie de la renouveler, là. Eh bien, écoutez, moi j'espère que 2012 pour moi, ma mère, moi j'ai mal au cœur, ma mère ne méritait pas de finir ses jours dans une famille. Mais vous pouvez peut-être l'appeler demain ou passer lui rendre une visite. Je ne peux pas. Non, c'est trop loin. Je crois pas que je peux pas. Ah, vous pouvez pas. Dans le sens, c'est au-dessus de vos forces, j'entends. Un peu. Oui. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a frappé et que je trouve intéressant, sur lequel j'avais envie de revenir. Vous avez dit, j'en ai assez de faire comme si tout allait bien. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à creuser pour vous? Si. Parce que, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez passé en force de ces événements-là et que la vie nous rattrape quelquefois quand on... Mais oui, mais comment m'en sortir? Parce que moi, je vous dis, quand mon mari est décédé, est tombé malade, j'ai arrêté de travailler et je me suis dévouée qu'à mon mari parce que je savais qu'il allait mourir. C'était une maladie qu'on ne guérissait pas. Il y a la leucémie il y a 30 ans, c'était très difficile et il a été très courageux, mais il a beaucoup souffert. Donc j'ai arrêté de travailler, il était cadre, donc on avait une maison de fonction. Et quand il est décédé, je n'avais plus de maison, je n'avais plus de travail, je n'avais pas de permis de conduire, j'avais perdu mon mari et j'avais 2 enfants. 1 an et 6 ans. Et là, moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé que je n'ai perdre mon mari. J'ai cherché une maison, j'ai cherché du travail. Vous avez pris beaucoup sur vous. Oui, comme s'il y avait rien. Oui, enfin, rien. Voilà, mais c'est vrai, et je le sais. Et c'est pour ça que des fois, les gens ne comprennent pas et me disent, mais depuis tout ce temps, mais c'est obligé que je sois dans cet état-là, étant donné que j'ai toujours fait comme si tout allait bien. Passer en force, c'est ce que je disais. Donc, et c'est intéressant, vous voyez, faire comme si tout allait bien. La souffrance, les accidents de la vie, les choses difficiles, on a besoin de les vivre pleinement et pour pouvoir les traverser et les surmonter. Bizarrement, on pense qu'en mettant, vous savez, nos problèmes sous le tapis ou derrière l'armoire, en les cachant, on va moins les voir. Et puis on dit, puis surtout, quelquefois c'est vrai que ça peut être un petit peu féminin de vouloir porter le monde comme ça, de dire je vais être forte et puis je vais mordre le coussin, puis on va y aller. Mais malgré tout, l'énergie, la souffrance, la blessure, elle rattrape. Et là, c'est comme s'il y avait toute une somme, tout d'un coup, toutes ces blessures qui se concentrent sur ce jour de demain. Vous voyez? Voilà. Mais comment je vais pas sortir? Eh ben, en étant avec vous-même, je trouve que vous avez pris une belle décision. Je comprends qu'elle est pas facile parce qu'il faut assumer ce que certains pourraient penser ou trouver. On pourrait dire, mais ça peut être de l'égoïsme. Voilà. Moi, ce qui me rassure dans ce que vous me dites, c'est vous me dites, mais que vos enfants l'entendent et le comprennent, ce qui est un bon signe. Peut-être, voilà, je sais pas si vous pouvez passer un coup de fil ou quelque chose à votre maman, mais ce qui semble important là pour vous, ce qui paraît essentiel, en vous entendant, j'ai le sentiment que c'est essentiel d'être dans le recueillement de vous-même et je pense tenir un peu chaud à vos blessures, à votre souffrance. Vous savez, les chats, j'aime beaucoup les chats, alors quand ils sont blessés, ils se lèchent, ils se pensent dans un coin, ils ont besoin,
Voilà, vous avez besoin de faire le chat, là, tout d'un coup. Hein. Oui, mais je pense que quand même la famille autour de moi, je pense que personne comprend quand même. Vous vous sentez incomprise, oui, Dominique? Oui, oui. Quelquefois, quand on se sent incompris, c'est qu'on partage peut-être pas suffisamment et qui donne ce sentiment d'incompréhension. C'est-à-dire que on dit c'est pas la peine que je parle parce que de toute façon ils comprennent pas ou ils m'aiment pas ou ils m'écoutent pas. Mais voilà, moi j'ai ce sentiment-là. Oui, parce que, mais vous seriez surprise peut-être d'essayer autre chose. Oui, mais alors quoi? Parce que j'ai essayé avec des cousines de s'ouvrir, de dire des choses comme ça. Moi, j'ai une cousine qui a fêté sa retraite et tout ça. Je voulais y aller, j'avais participé à la collecte et tout, puis j'ai pas pu y aller. J'ai pas eu envie d'affronter tout ce monde. Moi, ce qui m'inquiète, moi qui aimais la famille, qui aimait les réunions, qui aimait la joie, qui aimait tout ça, je supporte plus tout ça. Et cette cousine, j'ai pas été. Elle m'a téléphoné, elle me dit, toi qui dis toujours qu'on se voit plus que dans des mauvaises circonstances. Là, il y avait une joie, t'es pas venue. Et moi, je peux plus expliquer pourquoi je peux pas venir. En plus, elle a perdu son mari à la période du mien et ça m'a remis. Il y a plein de choses, mais moi, je souffre beaucoup parce que j'ai trop de sensibilité. Les gens se rendent pas compte qu'il y a plein de choses qui me ramènent. Mais moi, je suis fatiguée que tout ça me ramène toujours à mon histoire. Et ça, j'en ai un peu assez. Mais parce que vous avez beaucoup gardé finalement votre histoire et vos blessures pour vous en pensant les surmonter seuls et on a besoin les uns des autres et c'est en partageant sa difficulté. Peut-être que vous donnez l'image aux autres d'une femme qui n'a pas besoin des autres justement, qui est toujours forte. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Mais oui, mais c'est ce que je comprends. On ne peut pas non plus parce qu'il nous arrive des malheurs. Il fallait bien que je fasse face bien sûr. à tout. Non, oui, bien sûr, vous avez raison, Dominique. Et c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est tout à votre honneur d'avoir tout tenu comme ça entre vos mains. Mais c'est toute la difficulté de par moment de pouvoir laisser les autres aussi nous rassurer quand on va pas bien, nous prendre dans les bras et pouvoir s'épancher. Alors évidemment choisir les gens avec lesquels on peut le faire, mais et j'entends bien que c'est pas toujours facile, mais en même temps, vous voyez, être aussi dans ce lien-là parce que les autres prennent beaucoup de force aussi à nous rassurer, de montrer sa fragilité. C'est dans sa vulnérabilité qu'on est fort. C'est en montrant son côté vulnérable qu'on est un être humain. Hein. Sinon, c'est le colosse au pied d'argile, vous savez. Hein. Oui, moi je crois que j'ai trop montré ma force. Surtout que j'ai un caractère très fort. Quand j'ai des choses à dire, je les dis toujours, mais jamais comme... on me dit souvent, tu as raison dans ce que tu dis, mais tu n'as pas la manière de le dire. Parce que moi, j'ai remarqué une chose. Soit je m'énerve, soit je pleure. Oui, je comprends. Oui. Soit j'ai la colère, soit je m'écroule. Donc souvent, je suis très comme ça, très vive, très coléreuse, et après je m'écroule souvent. 2 jours après, chez moi, je suis sûre que je vais m'écrouler et je vais pleurer. Oui, vous êtes très à fleur de peau, parce que très dans l'attente aussi, hein, de l'autre. Mais d'abord quand on attend, on est souvent déçu, et puis quand on attend, on donne pas parce qu'on attend d'abord. C'est dans l'autre sens, il faudrait donner un peu de vous pour recevoir. Mais donner quoi? Parce que moi je donne de mon temps. Oui, j'entends, mais donner du partage de la vie que vous vivez, des difficultés, de ce qui est compliqué pour vous. Tout ça s'échange. Mais je pense que c'est trop tard. Non, pour moi, c'est jamais trop tard. J'aurais dû le montrer. Non, après... rien n'est jamais trop tard. Non, alors là, je vous arrête. Non, tout s'apprend. Non, vous vous rendez compte, c'est trop triste. Non, c'est jamais trop tard. Non, on s'apprivoise. La vie, c'est un éternel apprivoisement de soi et de l'autre. On apprivoise. Vous pouvez encore beaucoup vous apprivoiser. Peut-être que c'est de ça dont vous avez besoin demain, dans cette solitude avec vous-même. Voyez, moi je vous conseille vous parliez de faire une retraite, ou vous pouvez essayer, je sais pas, ou trouver une église, ou un lieu qui vous apaise, hein, dans lequel vous êtes bien, ou un beau paysage, je ne sais pas, et vous concentrer, essayez de rentrer dans votre corps, essayez de ressentir toute cette souffrance dont vous me parlez, qui est là dans vos paroles, dans votre cœur, dans votre tête. Elle est sûrement aussi un peu dans le corps, et prenez tout ça en charge, enveloppez-vous, vous voyez, mettez un bon gros pull, tenez-vous chaud, prenez soin de vous. Donc prenez soin de vous. C'est normal, ma réaction est normale. Oui, parce moi ça m'inquiète un peu de me dire, mais qu'est-ce que tu es devenu? Oui, vous savez pourquoi ça vous inquiète? Parce que si vous êtes dans votre ancien système de fonctionnement qui était, mais d'habitude j'arrive à faire face à tout. Voilà. Hein, j'y arrive, je fais face, j'assure quoi. Je suis une femme qui assure coûte que coûte. Et là, tout d'un coup, votre âme, j'ai envie de dire, hein, vous-même, vous dites, non, je peux plus. Et quand on peut plus, vous savez, là, les portes sont fermées.
Donc, ne vous en voulez pas, parce que là, sinon, vous allez rentrer dans la culpabilité, vous allez vous faire mal, parce que vous allez vous juger. Cessez de vous juger. Regardez-vous avec un peu de distance et beaucoup de douceur. Voyez, consolez-vous. Il faut vous consoler. C'est en vous consolant que vous allez rencontrer l'autre. C'est parce que vous saurez vous consoler que vous saurez consoler l'autre. Voyez. Oui, mais ça je comprends. Mais c'est vrai que ma mère, en plus, c'est le seul Noël là où elle est toute seule dans une famille étrangère. C'est pas fait pour m'aider non plus. Ben oui, oui, parce qu'il y a toute cette culpabilité que vous portez. Vous vous dites, je suis pas une bonne fille parce que je laisse maman toute seule. Oui, mais j'avais et pas c'est de Noël. solution. Là, cette année, oui, c'était plus possible. Mais j'entends, Dominique. C'est pour ça que là, c'est important, parce qu'en prenant soin de vous, vous allez savoir prendre soin des autres. Vous voyez, en vous écoutant, en écoutant vos blessures, votre difficulté, tout ce que vous avez porté, et je vous promets que c'est pas trop tard. Peut-être que ce sera justement un très beau Noël pour vous, parce que ça va être un Noël. C'est la lumière, je disais en introduction, vous savez, je parlais de Sol Invictus, la lumière du soleil. Laissez de la lumière rentrer en vous. Mais ce que vous dites là, moi je le sens quand même quelque part. Je sens que j'ai quand même pris la bonne décision d'aller chez personne. Eh ben oui, c'est ce que vous avez dit. Je ne veux pas être avec les nouvelles de ma mère aujourd'hui qui pleurait parce qu'elle se sentait abandonnée, tout ça. Je suis pas sûre demain pas demain, mais le jour de Noël de supporter tout ça. Donc, c'est la culpabilité qui va être difficile à supporter, Dominique, parce que c'est la culpabilité qui va être difficile à supporter. Oui. Parce que vous, comme vous dites, j'ai toujours tout fait pour les autres, mais quand on fait tout pour les autres et rien pour soi, on fait ça pour pas se sentir coupable de ne pas faire. Tout à fait. Mais on enlève tout le plaisir de faire et tout le désir de faire, qui naît de soi et qui n'est pas de l'autre. Donc là, la vapeur, il faut juste l'inverser. Vous voyez, c'est l'énergie, c'est le mouvement de l'énergie qu'il faut inverser. Oui, parce que de toute façon, j'ai plus d'énergie. Voilà. Et elle est en vous, elle n'est pas chez l'autre. Donc maintenant, vous avez besoin de passer un Noël de ressourcement. Dites-vous que toute cette énergie que vous allez prendre, c'est pour mieux la redonner après à tous ces gens qui vous aiment. Mais ne partez pas dans le jugement sur vous, parce que ça, c'est blessant et vous risquez de vous faire très mal. Et si vous entendez une petite voix qui vous juge, observez-la, ne l'écoutez pas, observez-la. C'est pas la même chose. Voyez, prenez un peu de distance et puis rentrez en vous-même. Là, il y a Laurence de Picardie qui vous dit « Il est parfois nécessaire de se retrouver seul face à soi-même pour se ressourcer. Soyez un peu égoïste. » Oui, mais j'aime pas être... Oui, égoïste. Mais elle dit ce mot-là, c'est un mot à double tranchant. Égoïste, c'est un jugement de valeur. Ça veut dire qu'on ne pense qu'à soi. Vous n'êtes pas en train de penser qu'à vous, vous êtes en train de vous protéger. C'est pas du tout la même chose. Vous êtes en protection de vous-même. Vous êtes, je prenais tout à l'heure l'image du chat, d'un animal. Vous êtes blessé. Quand on est blessé, il faut se soigner, il faut prendre soin de soi. Aujourd'hui, pour être dans la relation à l'autre, Noël ou pas Noël, vous serez par la pensée. Envoyez, je ne sais pas si vous pouvez envoyer un petit texto à vos enfants, un petit message. Si, de toute façon, envoyez un petit signe. Mais mon fils, l'année dernière, il m'a blessée parce que je m'entends très 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 bien avec mon fils. Je n'ai jamais eu de souci avec mon fils. Et l'année dernière, je ne sais pas, pour une petite histoire de rien du tout, il avait amené des meubles chez ma mère sans me le dire, et ça j'estimais qu'il devait me le dire. Mais c'est complètement idiot d'avoir fait la réflexion. Étant donné qu'il est quand même un peu têtu, du fait que j'ai fait cette réflexion, il m'a ni téléphoné pour mon anniversaire, ni téléphoné pour Noël. Et ça, j'ai cru que j'allais mourir l'année dernière. Mais vous voyez, le sursaut que j'ai eu, j'ai dit, puisque c'est ça, je vais partir, j'ai pris un billet, j'ai pris un voyage, je suis partie 15 jours en Égypte, au mois de janvier l'année dernière. Voyez, et votre fils, vous avez pu lui dire ce que vous ressentiez? Oui. Il est revenu depuis. Mais vous lui avez dit, quand tu te dis ça, ça me fait ça. Voilà, je me suis sentie blessée. Vous savez, l'idée de la communication non violente, de parler de soi, vous avez pu lui dire? Mais moi, je peux pas. J'ai essayé de parler, mais vous savez, j'ai l'impression que quand je parle de moi, que les gens disent, mais elle se plaint tout le temps. Ah non, ouais. Ah mais si, parce que mon fils, je vois comment ils réagissent, parce qu'ils se rendent pas trop compte. Bon, j'ai fait ce que je devais. D'ailleurs, mes enfants, je suis très heureuse parce que j'ai des enfants qui ont réussi. J'ai un fils qui a réussi, une fille qui a réussi. Je les ai quand même élevés toute seule. C'est pour ça que bien. je vous donner du courage aux gens qui sont seuls. Ouais. Parce que, mais c'est vrai que comme j'étais une enfant qui n'était pas désirée, une enfant battue, tout ça, ce qui fait que j'ai un caractère fort, parce que si j'étais pas... vous êtes résiliente, vous êtes une résiliente, vous êtes quelqu'un qui s'en est sorti. Vous savez, la résilience, c'est quand on surmonte ces difficultés, vous en êtes sorti. Mais là, vous arrivez à un nœud,
parce que il y a un moment donné où trop c'est trop, vous voyez. Mais pourquoi? Moi, je voudrais comprendre, c'est un peu le but aussi de mon appel. Oui. Je pense que dans toute la France, il y a plein de gens comme moi. Oui. Pourquoi? Vous voyez, je suis née pas désirée. Mon père m'a battue. Ma mère m'a placée à l'âge de 16 ans. Je me marie avec un mari adorable. Je le connaissais depuis 5 ans. Il a eu la leucémie. Il en est mort 2 ans après. Je me suis retrouvée seule avec des enfants. Mon fils n'a pas connu son père. Moi, j'ai jamais pu parler de son père à mon fils. Maintenant, je vois qu'il a une lacune là-dessus. C'est grave de ce que j'ai fait. J'ai pas pu en parler. J'ai essayé de faire une thérapie. Je l'ai faite, j'ai avancé. Mais maintenant, vous voyez, c'est les Noëls qui sont des catastrophes. Pourquoi? C'est ça. Et moi, je dis, ça vient de moi, mais pourquoi? Non, Dominique, quand vous dites pourquoi, vous voulez dire pourquoi ça m'arrive à moi? C'est ça la question? J'essaye de comprendre le sens de votre pourquoi. Pourquoi il m'est arrivé tout ça? C'est ça votre question? Mais oui, pourquoi? Oui. Eh bien, vous posez la question éternelle de tout être humain sur Terre. C'est quel est le sens des épreuves et de ce qui m'arrive? Vous savez, il y a un très beau livre dans l'Ancien Testament, j'en ai parlé cet été, qui s'appelle le livre de Job. Alors, je vais pas expliquer tout Job à l'antenne, mais voilà, Job demande à Dieu, voilà, j'ai tous les malheurs, et pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Cette question, elle n'a pas de réponse, Dominique. La seule réponse que je peux vous donner ce soir, c'est que vous savez, c'est la fameuse phrase de Nietzsche qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est que les épreuves qu'on a traversées, souvent c'est celles, et on le voit, qu'on arrive, enfin, vous voyez, qui nous indique un chemin. C'est qu'il y a un chemin. Alors, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais la souffrance, elle nous ancre quand même. Elle nous renforce. Elle touche notre humanité. Elle est là, la souffrance. Elle nous rencontre. C'est une rencontre avec soi-même. Et c'est ça que vous avez envie de vivre demain, vous voyez. Mais il y a pas de pourquoi, il y a un chemin. Il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas de solution. Il y a pas de. Mais moi, je pense que ça va s'arrêter parce que vous savez, je vais vous dire une chose que je pense souvent quand je m'endors au bon Dieu. Je lui dis. Oui. Je lui dis, j'ai l'impression que ma vie, quand même, malgré que maintenant j'ai 67 ans, je me dis le meilleur m'attend. Ça, je me le dis depuis quelque temps. Ça. Donc, je me dis, le meilleur m'attend. C'est pas possible qu'avec tout ce que j'ai vécu, ça continue. Et la battante que je suis, puisque quand ça va pas, vous voyez, je me fais un voyage, je suis partie toute seule. En plus, il y a eu les événements et tout ça, mais c'est très bien. Je m'en sors tout le temps. Dans tous mes malheurs, j'ai le côté chance. Et en plus, j'ai une volonté de faire. Mais c'est que vous avez une ressource formidable, Dominique. Formidable. Et là, vous voyez comme votre voix a changé tout d'un coup en me parlant? Et oui, parce que je vous remercie de m'avoir pris, ça va me donner demain, je pense que mais quand vous me dites, voyez, on était parti de la plainte et là vous me dites, mais j'ai de la chance, mais j'y arrive et je dis merci. Mais vous êtes pleine de bonnes, voilà. Et ben vous êtes pleine de ressources. Alors maintenant, ces ressources que vous avez mis en œuvre pour vous battre, et ben mettez-les demain à votre service, à l'intérieur de vous-même, pour recharger vos batteries, reprenez de l'énergie. C'est clair, parce que je me dis, quelque part, c'est ça, je vais finir, excusez-moi, moi, je pense que je vais avoir une belle vieillesse. Et ça, c'est mieux d'avoir une belle vieillesse, parce que quand on est jeune, on a la force, on a l'espérance. C'est vrai. Et la vieillesse, même voir ma mère dans l'état où elle est, tout ça, c'est un drame pour moi. Et en plus, c'est une femme qui s'est beaucoup occupée des autres, de mes enfants et tout ça, donc ça me fait encore plus de peine de la voir dans cet état-là. Mais je dis au bon Dieu maintenant, soit tu me mets une belle vie sur mon chemin, soit tu m'appelles auprès de toi et c'est terminé. Parce que je ne veux plus vivre. Je veux vivre quelque chose de beau. Mais là, vous voyez, Dominique, vous lui faites un chantage, vous lui donnez un ultimatum. Il va pas aimer ça du tout. Je vous taquine. Eh bien, tant pis, que vous voulez. Je me suis mal exprimée. Il vous doit rien. Il me doit rien, c'est clair. Vous savez. Non, je lui demande que si je dois continuer comme ça à me battre tout le temps, il faut pas qu'il me laisse sur terre parce que je trouve plus d'intérêt bientôt à être. Mais je sens que ça va pas se passer comme ça. Bon, je veux pas. Non, ça se passe jamais comme on a prévu. Mais vous savez, Dominique, je vous encourage pour demain. Hein, je penserai à vous, passer un bon Noël avec vous et prenez soin de vous, soin de vous. Je crois que je vais commencer l'année 2012 comme ça. Voilà, il y a avant de vous quitter, je reçois un SMS de Man qui dit: la souffrance est un pont vers le bonheur. Tout à fait. Bon courage à vous, pensez un peu à vous, vous en avez besoin. Voilà. Mais je remercie ces auditrices qui penseront à moi, qui me répondent par SMS. Je leur souhaite à tout le monde de passer un bon Noël, surtout aux personnes seules, puis qu'elles soient pas découragées. Oui, très bon Noël à vous, Dominique, et beau chemin. Merci à vous bon aussi, chemin. Et merci à votre équipe de m'avoir prise. Oui, bon Noël, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. L'étranger de Palma. Et puis avant d'accueillir Stéphanie à l'antenne, encore merci à tous vos SMS. Quel bonheur de vous avoir ce soir. Donc merci à Olivier le patrouilleur, à Ava, Gabriel, Laurence de Picardie, Michel, Jean-Louis pour tous vos messages. Et puis j'en profite pour vous dire que si vous voulez m'adresser un mail, il faut aller dans la rubrique libre antenne. Voilà, sur le site europe1.fr, bien évidemment. Voilà, Stéphanie, vous êtes là ? Oui, bonsoir Stéphanie. Voilà, donc je l'appelle parce que ce soir, je suis très angoissée. Oui, je vous entends très loin Stéphanie. Vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone ? Je sais pas, voilà, ça va mieux. voilà. Oui, ça va mieux. Donc, je vous disais que ce soir, j'étais très angoissée. Oui. Parce que je sais pas quoi penser, en fait, par rapport à la relation que j'ai avec un homme. Donc, lundi, nous nous sommes disputés. Et donc, suite à cette dispute, il m'a demandé le soir à ce que je le rappelle. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, il m'a dit qu'il en avait marre de voir l'impression que je faisais toujours la tête, que n'importe quoi qu'il fasse, ça ne me plaisait jamais, ou que finalement, je m'arrangeais toujours pour soi-disant, comment vous dire, oui, ce que faire en sorte qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, de le rendre toujours fautif, voilà. Et que il fallait que j'apprenne aussi à recevoir, parce qu'il m'avait accompagnée, donc en fait, pour aller chercher mon fils qui à l'aéroport. Et moi, j'ai voulu donc lui donner de l'argent pour payer donc l'essence qu'il avait mis, puisqu'on avait pris sa voiture. Donc cet argent-là, il l'a refusé. En me disant que de toute façon il était très vexé de par le fait que j'ai voulu lui donner de l'argent, que l'amour c'était pas un marchandage, que s'il l'avait fait c'était dans le but de me faire plaisir et que ça lui avait fait plaisir de m'accompagner. Voilà. Donc, entre-temps, on avait... Ça, c'était la dispute de lundi, Stéphanie ? Oui. D'accord. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 8 mois. 8 mois, d'accord. Donc, en fait, ensuite, on était partis donc à manger chez sa sœur. Donc, comme ça faisait plusieurs fois qu'on allait manger chez elle et que j'ai jamais rien amené, je me suis dit, puisque de toute façon, il m'avait dit dans la voiture que c'était terminé, qu'il me ramenait et que, voilà, il voulait que chacun faisait sa vie. Donc je me suis dit bon ben voilà, donc j'ai voulu donner de l'argent à sa sœur, donc je lui ai donné quand on était toutes les deux. Donc elle m'a demandé pourquoi, donc je lui ai dit que c'était par rapport au fait que j'avais mangé chez elle plusieurs fois et que j'avais rien amené, que c'était normal. Donc je lui ai donné cet argent-là et qu'elle en faisait ce qu'elle en voulait, notamment qu'elle aurait qu'à l'utiliser pour son fils. Donc elle m'a dit que c'était gentil. Ouais. Donc, ensuite, elle l'a bien pris, elle. Oui. D'accord. Donc en fait, je lui en ai parlé à lui ensuite. Donc il m'a dit t'es vraiment qu'une connasse. Ouais. Sympathique. Voilà, t'es vraiment qu'une connasse. De toute façon, je comprends même pas. T'es vraiment qu'une conne. Ce sera n'importe quoi d'avoir donné de l'argent à ma sœur. Enfin voilà quoi. Donc ensuite, quand je lui ai au téléphone le soir, il m'a dit qu'il était très vexé. Très vexé de par le fait que finalement j'ai voulu lui donner de l'argent à lui, qu'en douce j'ai donné de l'argent à sa sœur. Voilà. Donc qu'il en avait marre de cette situation et que maintenant le but de quand on était amoureux c'était de faire plaisir à l'autre. Donc si je voulais lui faire plaisir, et ben c'était d'être présente donc à son repas donc de réveillon de Noël, donc demain. Dans la présence de mon fils. Ouais. Donc en fait, que si je ne venais pas, et ben que l'on ne se verrait plus. Donc il vous fait un chantage, il vous dit si vous venez pas demain soir, c'est fini, on se voit plus. Voilà. Il vous a mis un ultimatum. Voilà, il m'a mis un ultimatum, tout en me précisant que bon, de toute façon, il en avait marre, qu'il fallait que je réfléchisse à savoir ce que je voulais réellement. Il en a marre, mais il veut que vous veniez, vous voyez. C'est étonnant, non ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie, vous, de tout ce que vous me racontez là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme ? Ben, il y a quand même eu de suite après. Oui. Donc en fait, si vous voulez, donc voilà, donc il m'a dit ben, on se rappelle dans la semaine, et puis après il m'a dit on se rappelle demain soir.
Donc voilà, le lendemain soir, j'ai peu de ses nouvelles. Je n'en ai pas donné non plus parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas su trop comment agir. Parce que je me suis dit peut-être que finalement, et puis entre-temps, j'avais quand même envoyé un texto suite à son appel en lui disant que j'étais vraiment désolée si j'avais pu le blesser. Mais que moi, pour moi, j'avais pas vu le mal que j'avais pu lui faire, donc j'en étais désolée. Que loin de moi l'idée d'avoir voulu lui faire de la peine ou de le blesser tout simplement. Donc en fait, je lui ai pas donné signe de vie, lui non plus. Et donc hier, en début d'après-midi, je lui ai envoyé un texto en lui disant bonjour, ce petit message juste pour te dire que je serai présente donc avec mon fils samedi soir, bise. Il ne m'a pas donné signe de vie. Il ne m'a pas dit ok ni quoi que ce soit. Donc l'angoisse a commencé à me prendre parce que je me suis dit quand même, d'habitude il répond tout le temps, voilà. Donc j'ai essayé de l'appeler ensuite plus tard, il ne m'a pas répondu. Et je lui ai envoyé un texto, donc en lui précisant, en lui disant je ne sais pas comment interpréter ton silence, mais j'aimerais, s'il te plaît, que tu me dises oui ou non par rapport à samedi, afin que l'on sache, parce que ton silence m'angoisse. Oui. Si tu ne souhaites plus me voir, je peux l'entendre. Oui. Mais je te demande juste de me le dire, c'est tout. Car j'ai besoin de savoir. Oui. Je n'ai aucune nouvelle. Oui. Donc je suis allée chez lui hier soir. Oui. Il ne m'a pas ouvert la porte. Il était là ? Je pense qu'il était là puisqu'il y avait sa voiture. Donc, là. Donc je ne sais pas s'il était là ou pas dans la mesure où les volets étaient fermés. Donc, et Stéphanie, alors je repose ma question. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Je ne sais pas ce que je dois penser de lui. Parce que vous devez. Qu'est-ce que vous... Je vais poser ma question autrement. Si vous racontez tout ça à une amie et vous le qualifiez comment cet homme avec vous ? Essayez de me trouver un adjectif ou quelque chose qui qualifierait son comportement envers vous. Son comportement tout de suite ? Oui, là, ces derniers temps. Ça fait quand même pas mal de temps, là, non ? C'est quelqu'un, en fait, si vous voulez, qui est très susceptible. Ça, c'est un truc que j'ai compris, que c'est quelqu'un de très susceptible. Donc, en fait, c'est quelqu'un de très susceptible qui, je sais pas, qui a toujours un peu le sentiment qu'on l'agresse ou qu'il se sent plus ou moins agressé. Et vis-à-vis de vous, vous le trouvez comment ? Quand il est bien, il est gentil. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de généreux. Ça, on ne peut pas lui reprocher. C'est quelqu'un de généreux dans le sens où c'est vrai que c'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui est près de ses sous. Parce que, donc il est pas radin. Il n'est pas près de ses sous. Il est gentil, oui, il est quand même assez gentil. Du coup, vous avez du mal à expliquer ce comportement de ces derniers temps. Ça colle pas avec gentil. C'est-à-dire ces derniers temps, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a eu des fois où on s'est disputé, qu'il n'a pas été forcément très poli non plus, parce que c'est quelqu'un de pas très poli. Il est quand même assez grossier quand il s'agace. C'est quelqu'un qui va facilement être dans la grossièreté. Moi, ce qui me frappe, Stéphanie, dans ce que vous me racontez, c'est que il n'est pas très respectueux de la personne que vous êtes. D'abord, il vous insulte, vous voyez ? Alors, moi, je veux bien qu'on dise des gros mots, mais enfin là, c'est même pas des gros mots, c'est il vous insulte, il vous juge, et il vous juge dans des comportements où peut-être que c'est maladroit de son point de vue, peut-être que ça lui va pas, mais il y a façon et façon de le dire, puisque là, vous tentez quelque chose et que vous pensez bien faire, on va dire, en participant à l'essence, en participant au repas de la sœur. Alors même si effectivement l'argent c'est toujours connoté, alors ça peut blesser, mais il y a comme une histoire de et là maintenant il vous fait un chantage pour demain et puis maintenant il donne plus signe de vie. Vous voyez, on dirait qu'il joue un peu à vous malmener, non ? Je sais pas. Ouais. Et quand je vous dis ça, vous pensez quoi ? Je pense, je ne sais pas. Je sais pas comment l'interpréter. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand moi je vous dis ça ? Est-ce que vous le ressentez comme quelque chose de juste, de pas juste, de... Non, pas forcément quelque chose de juste. Non. Ouais. Non. D'accord. Non, je le prends pas comme quelque chose de juste. Vous voulez dire qu'il a juste... Quand je vous dis vous malmène, vous êtes d'accord avec ça ? C'est ça que vous voulez dire ?
Vous vous sentez malmené? Non. Ah, c'est Non, intéressant. c'est-à-dire que je me sens pas palpitée tout de suite. D'accord. Je me sens comment vous expliquer, méprisée. Plus, voilà. Méprisé, c'est ça vous m'avez dit? Voilà, je me sens plus méprisée. J'ai l'impression qu'en fait, donc c'est nié. Bon. Voilà, nié. Bon, quand on est nié, on peut dire qu'on est un peu malmené, mais je comprends ce que vous voulez dire, oui, dans le sens, d'accord, mais vous vous sentez nié. Bon, voilà, dans une relation avec un homme, quand on n'a finalement pas le droit d'exister, c'est ça être nié, hein? C'est qu'il ne vous donne pas le droit d'exister tel que vous êtes. Non, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce que je voulais dire dans le sens de me mépriser, c'est que c'est par rapport à son silence. Le fait, si vous voulez, que je trouve que son silence est méprisable vis-à-vis de moi. Ah bah c'est pire, le silence, c'est d'une violence inouïe. Voilà. Il n'y a pas plus violent, vous savez, que le silence dans une relation entre deux êtres. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est ça, c'est que je me sens méprisée par rapport à ça. Bien sûr. C'est que je trouve qu'il n'y a rien de plus angoissant que ça. Le silence, c'est ce qu'il y a de plus angoissant. Parce que d'un certain côté, comme vous dites, je peux comprendre qu'il ait pu être vexé, je peux entendre qu'il ait pu être vexé, parce qu'après, dans plus que bon, à la base, il m'avait dit, écoute, de toute manière, les choses sont claires, toi, tu payes le péage, et moi, je paye l'essence. Ah oui. Ouais. Donc, si vous voulez, c'était au départ, je lui ai dit, écoute, de toute façon, il m'a dit, non, tu me payes, tu as juste à payer, il m'a dit, le péage, tu t'occupes pas du reste, moi, je m'occuperai de l'essence, c'est pas un problème. Et moi, j'ai remis l'accent dessus en disant, de toute façon, je veux rien te devoir, donc, du coup, je veux payer l'essence et le péage. Vous voyez, avec l'argent, vous mettez entre vous, enfin, l'un et l'autre, hein, une relation de pouvoir sur l'autre. C'est à celui qui aura le dernier mot, le dernier sou. Donc en fait, si vous voulez, lui, il a été très vexé. C'est de la provoque, bah oui. Il a été très vexé de par le fait qu'effectivement je veuille donc lui payer l'essence. Bah oui, il a vécu ça comme il vous donne la règle du jeu, puis vous jouez une autre partie. Donc bon, c'est pas non plus une raison pour vous insulter, ceci dit. Mais voilà. Vous savez, dans une relation, on est toujours deux. Alors, quand ça commence à aller mal, il y en a un petit peu, faut balayer devant sa porte, hein, et un peu chacun de son côté. Donc, il y a sans doute effectivement des maladresses de votre côté. En tout cas, effectivement, de pas d'en faire, vous voyez qu'à votre tête là sur cette histoire de l'argent, il peut l'avoir effectivement mal vécu, puisque finalement vous contournez, vous voulez dire bah non, moi c'est comme ça que je veux faire, un peu sans le prévenir. Et comme de donner de l'argent à sa sœur derrière lui, bon, c'est vrai que peut-être ça aurait pu être plus malin d'apporter un cadeau ou des fleurs à la sœur. Mais ceci dit, Stéphanie, ça règle pas le souci de demain et de son silence. Alors, soit il est lui-même blessé et vous êtes deux blessés dans l'histoire, et que du coup la situation étant bloquée, aucun des deux ne sait comment la rattraper. Mais là, avec ce que vous me dites, vous avez plutôt envoyé des messages pour dire bah j'aimerais au moins un signe. Oui, tout à fait. Donc là le souci, c'est que par rapport à demain, maintenant vous êtes seul face à vous-même à décider ce que vous allez faire, et c'est pas à vous d'attendre de lui. Vous n'allez pas attendre encore une fois de lui qui vous donne la règle du jeu. Vous pourriez peut-être vous maintenant faire votre propre règle. C'est peut-être le moment, non? Je sais pas, si vous voulez, en fait, de par le fait que je suis dans le silence, c'est vrai que c'est ce que je vous disais, je suis très angoissée et très malheureuse, forcément. Oui. Parce que voilà, je comprends pas. Je me dis, mais comment on peut dire à quelqu'un lundi soir, si tu veux me faire plaisir, tu viens avec ton fils, et si tu ne viens pas, on ne se verra plus. Et que d'un autre côté, quand je lui donne finalement signe de vie, lui, il fait le mort et il est dans le silence. Mais oui, mais parce que vous êtes tous les deux dans un rapport de pouvoir sur l'autre. Vous voyez que cette histoire d'argent, c'est une façon d'être l'un et l'autre dans le pouvoir sur l'autre, à celui qui finalement payera pas. Et là, je fais un chantage. Si on continue la relation, que si tu viens dîner chez moi avec ton fils, mais maintenant que t'as dit oui, finalement je te réponds plus. Enfin, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, votre jeu là. Et c'est beaucoup de manipulation et de pouvoir l'un envers l'autre. Il y a un moment donné où il va falloir arrêter ça, parce que sinon votre relation elle peut pas continuer sur ces bases-là. C'est pas ça, être à deux.
C'est pas jouer au chat et à la souris, au chantage, tu me parles, je te parle plus. Finalement, vous avez accepté sa règle du jeu, il la change. Vous voyez, c'est comme si à chaque fois que vous vous mettez d'accord sur quelque chose, l'autre change. Hop, vous changez. C'est-à-dire que plusieurs fois, il m'a dit de toute façon, combien de fois je t'ai attendu, ou finalement, je savais pas si tu devais venir, ou si tu allais venir, etc. Donc j'ai l'impression qu'en fait, d'une certaine façon, c'est un peu une vengeance, ou je sais pas. Non, vous faites des comptes, vous me parliez d'argent tout à l'heure, mais vous êtes tout le temps en train de tenir des comptes, chacun de votre côté, sur qui fait quoi. Donc lui dit, t'as pas fait ça, t'as fait ci, t'avais dit que, etc. Chacun tient des comptes. C'est invivable, hein. C'est deux greffiers ensemble qui chacun tiennent les comptes de ce que l'un fait, ce que l'autre fait pas, ce que je vais faire, ce que je ferai pas. Et ça c'est ce que disait le grand psychanalyste Jung. Il disait que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Si vous voulez, ce matin, donc en fait, j'étais très mal, donc j'ai téléphoné à David que j'ai, et qui vit donc avec son meilleur ami à lui. Et donc voilà, je lui ai dit, écoute, je comprends pas, j'ai pas de ses nouvelles, etc. Donc elle lui a dit, c'est quand même inquiétant parce que ça lui ressemble pas. Donc elle m'a dit, écoute, quand il rentrera, je dirai donc à Fabrice de l'appeler pour voir ce qu'il en est. Donc elle me dit, puis je te tiendrai au courant. Puis elle me dit, mais par contre, c'est vrai qu'il lui a téléphoné lundi, et lundi, ça allait pas, quoi. Il était très, très en colère, en disant, mais ça se fait pas d'aller donner de l'argent comme ça derrière mon dos, et pourquoi elle est allée donner de l'argent, enfin voilà, quoi. C'est quelque chose qui apparemment l'a énormément vexé. Oui, mais vous voyez, là, je reçois un texto, peut-être, j'ai pas la signature sans doute d'un homme, mais qui dit normal de mal prendre de quelqu'un qui paye ce qu'on lui offre. Votre appelante est blessante, il ne veut pas être payé pour ses relations. Bon, visiblement, c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a blessé. Est-ce que vous vous en êtes excusé? Enfin, quand je dis excusé, est-ce que vous avez expliqué votre geste? Vous voyez? Et en fait, si vous voulez, quand j'ai voulu l'expliquer, il m'a pas laissé parler. Oui, c'est ça, c'est là qu'il a été violent. Oui. Il m'a dit de toute façon, il m'a dit, j'ai pas envie de te parler. De toute façon, j'ai pas envie de parler ce soir. J'ai pas envie de parler. Oui, parce qu'il était trop blessé. Sinon, il sentait qu'il allait être en colère. Il a eu peur de sa colère. Il m'a dit tout de suite, je suis vexée. Donc il m'a dit, c'est pas la peine, quoi. Oui, il a eu peur de sa colère. Donc après, donc en fait, ma copine m'a appelé en me disant que hier il avait essayé de l'appeler et qu'il ne lui avait pas répondu parce qu'il voulait passer le voir et qu'il lui avait pas donné signe de vie, qu'il lui avait téléphoné 6 fois de suite et qu'il lui avait pas répondu. Donc quand elle lui a dit que moi-même je lui avais téléphoné, que j'avais été chez lui, qu'il n'avait pas, qu'il avait pas ouvert, et qu'il s'était inquiété, donc il s'est dit c'est pas possible, il va pas bien, donc il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. Donc il est allé effectivement chez lui, donc la voiture était devant chez lui. Oui, mais ça c'est ce que, et il ne lui a pas ouvert non plus. Bah oui, parce qu'il a l'impression qu'on vient de votre part, alors il est très, très, très en colère. Stéphanie, est-ce que vous pourriez pas, d'ici demain soir, plutôt qu'un texto, peut-être aller déposer une lettre chez lui, quelque chose, une lettre, ça pourrait être bien, en refaisant un point, vous voyez, en lui. Non, il n'aime pas ça, parce que plusieurs fois je lui ai écrit des courriers, il n'a jamais aimé que je lui écrive des courriers. Ça dépend ce qu'il y a dedans, il n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs fois, si vous voulez, j'ai essayé de mettre l'accent sur les problèmes qu'on avait. Oui, ça c'est... J'ai essayé. Non, mais là, je vous parle pas d'un courrier pour dire les problèmes que vous avez. Là, je vous parle d'un courrier de vous-même, d'excuses ou de compréhension de l'autre, qui se sente un petit peu compris pour baisser sa colère et pouvoir aller vers vous. Je lui ai dit ça, quand je lui ai envoyé le texto l'autre soir, je lui ai dit, écoute, je suis franchement désolée si je dit, blessée, loin de moi cette idée, je n'ai certainement pas compris. Oui, vous me l'avez lu tout à l'heure, Stéphanie. Mais là, vous êtes dans l'attente. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, comme vous jouez ensemble à une relation de pouvoir l'un sur l'autre, maintenant que lui ne répond plus, c'est à vous de décider ce que vous allez faire demain, sans réponse de lui. Donc prenez une décision. Je ne sais pas laquelle vous avez envie de prendre. Soit vous vous pointez demain soir chez lui avec votre fils, et puis
vous allez voir ce qui se passe. Soit vous, comme il répond pas, ce qui me semble là du coup plus raisonnable, et ben vous faites une croix dessus en tout cas pour demain. Mais prenez une décision, parce que là vous êtes dans l'attente qui décide pour vous. Et ça ne peut que mal se passer, parce que vous êtes dans la souffrance forcément de cette violence, de ce silence. Donc là, ce qui me semblerait raisonnable et raisonné, c'est de prendre un peu de distance et de dire bon, il boude ou je sais pas, en tout cas il est emmuré dans sa colère et dans son silence. L'ami est venu, vous y êtes allé, vous avez envoyé texto, il n'y a pas de signe. Éventuellement, si vous voulez, vous envoyez un petit message demain pour dire n'ayant pas de nouvelles de toi, j'ai décidé de passer, donc je reste passer Noël chez moi avec mon fils. Enfin, prévenez-lui de votre décision, mais prenez une décision, Stéphanie. Là, vous êtes face à vous-même, il va falloir prendre une décision. Et vous en pensez quoi du fait qu'il soit dans le silence comme ça, qu'il donne pas c'est ce que je vous ai dit. Que déjà tous les deux vous êtes dans une relation un peu conflictuelle et complexe, surtout qu'il est très en colère, blessé mais du coup très en colère, qu'il n'arrive pas à gérer sa colère et qui vous la fait payer très cher par son silence. Donc il est effectivement, vous parliez du mot vengeance tout à l'heure, il vous la fait payer. Donc vous voyez, vous êtes quand même dans une relation qui est pas bonne dans le sens bonne pour vous, quoi, heureuse pour vous, quoi. Vous vous blessez là l'un et l'autre. On dirait que vous jouez à vous blesser. Donc là, c'est un peu tôt, mais prenez le temps de réfléchir à cette relation, Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle vous apporte de bon, cette relation ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de bon ? Alors peut-être elle vous a apporté, mais aujourd'hui, je parle dans le présent, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qu'elle vous apporte de bon ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est vrai que, c'est vrai que, déjà, c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui n'est pas foncièrement méchant, et je ne le pense pas comme foncièrement méchant. Mais c'est quelqu'un qui est tendre quand même, c'est vrai. Oui, mais le problème, Stéphanie, c'est pas lui, c'est pas vous, c'est la relation. Le problème, c'est pas, il est peut-être le plus adorable des hommes, et avec un cœur énorme et sympa comme tout, et avec toutes les qualités de la terre. C'est ce que vous avez créé entre vous qui pose problème là. C'est la relation qui est blessée. Vous voyez, c'est cette relation qui fonctionne pas. Je sais qu'à moment donné, il m'a dit de toute façon, tu ne sais pas recevoir. Il m'a dit, tu peux même pas comprendre que si les gens, si je t'ai amené, il m'a dit, c'est que ça me faisait plaisir de t'emmener. Il m'a dit, l'amour, c'est pas du marchandage. Oui, parce qu'il se sent, vous voyez, il se sent blessé, cet homme, avec vous. Donc, il m'a dit, c'est du marchandage. Il me dit, tu vois, ça m'a vexé le fait que tu veuilles me donner de l'argent. Ça donne l'impression que tu m'achètes, quoi. Mais voyez, il y a Noisette qui vous envoie un texto, là, et qui dit que elle vous trouve peut-être un petit peu blessante. Là, je reçois des SMS d'auditeurs qui disent vous pouvez peut-être vous interroger aussi sur ce que vous faites avec lui. Il faut que chacun s'interroge là dans l'histoire. C'est pas l'un qui a tort et l'autre qui a raison. Le problème, il est pas là. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux là ? Vous voyez ? Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer de cette relation ? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce qui me rend le plus malheureuse dans ça, si vous voulez, c'est que finalement, c'est le silence, parce que je trouve que le silence, il n'y a rien de pire dans une vie que le silence. Oui, mais vous avez raison, Stéphanie, mais là, si vous voulez, comprenez une chose, c'est qu'il est blessé, d'accord ? Donc sa réponse à lui, elle est dans le silence. Donc essayez de l'entendre, ça. Vous voyez, il y a Eridan qui dit, Sœur Emmanuel disait, fends le cœur de l'homme et tu découvriras un soleil. Stéphanie devrait plutôt recoller le cœur de cet homme. C'est joli. Mais moi, je vous conseille, là, on va se quitter, Stéphanie, mais de réfléchir à tout ce qu'on s'est dit ce soir, de prendre un peu de temps avec vous-même, de pas être dans l'attente, d'essayer d'aller vers lui dans votre cœur, c'est-à-dire de le comprendre. Et puis, laissez passer la nuit, voyez demain, essayez d'écouter son silence et de voir comment vous pouvez faire un pas et voir qu'est-ce que ce pas peut offrir. Voyez, essayez de reconsidérer la relation autrement que dans « il me doit, je lui dois », au lieu de jouer comme ça ce chantage permanent de pouvoir. Réfléchissez à tout ça, Stéphanie. Et donc vous pensez qu'en fait, il faut quand même que je lui envoie un texto pour lui dire que j'ai pris ma décision de ne pas y aller, ne pas aller. Je ne sais pas si c'est celle-là que vous avez envie de prendre, ou que vous serez là demain soir devant sa porte avec votre fils. Réfléchissez, c'est pas moi qui vous la donne. Je vous la laisse la prendre, vous avez deux choix. C'est vous qui allez choisir celui que vous sentez le mieux et le plus
correct pour vous. Parce et puis moi, pensez je à me votre suis dit, fils aussi. Quelque part, s'il me donne pas de nouvelles, c'est qu'il me signifie que c'est fini, qu'il veut plus me voir. Voilà ce que j'ai pensé. Mais à ce moment-là, envoyez-lui un message pour lui dire ce que vous avez compris. Soyez clair. Si c'est ça, et que vous avez compris ça, dites voilà ce que j'ai compris. Et si j'ai mal compris, dis-le moi. Laissez une porte ouverte. J'ai bien laissé une porte ouverte l'autre jour quand je lui ai dit de me dire en fait si effectivement il voulait plus me voir, que je pouvais l'entendre, que je lui demandais juste qu'il me le dise. Il a une façon de vous le dire en vous donnant un chantage, vous voyez, en vous mettant un ultimatum. Ça a été sa réponse. Donc c'est le mode de relation qu'il faut arriver à faire bouger. D'accord Stéphanie? Vous allez y réfléchir? Oui. Allez, bonne soirée Stéphanie. Je vous remercie beaucoup. Merci. En tous les cas. Merci, au revoir. Voilà, il est minuit 11 sur Europe 1. Vous êtes dans la libre antenne. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21, commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions ou auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Asiba et Julie. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et puis, merci encore pour tous vos SMS. Merci à Catherine, merci à First Lisa. Il y a également Olivier, le patrouilleur, qui souhaite un très bon Noël à tous les auditeurs et aux amis de la libre antenne. Merci à vous, Olivier. Et puis également, alors il y a quelques réactions pour Stéphanie. Je ne sais pas si Stéphanie nous écoute encore, mais j'ai un petit SMS là qui vous dit, Stéphanie, laissez cette soirée de demain et le temps fera le reste. Oui, c'est joli. Il faut toujours compter avec le temps. Et puis il y a Jeanne qui dit est-il possible de parler calmement avec ce monsieur et de prendre ensemble des décisions de façon à ce que chacun fasse un pas l'un vers l'autre en tenant compte des caractères et se corriger. Voilà, effectivement, c'est une danse à deux. Il y avait un très joli livre du psy, je crois que c'est Serge Éphèse, mais qui s'appelle la danse du couple. Et c'est vrai que le couple est une jolie danse. Et puis il y a Jeanne qui dit voilà, est-ce que l'ami de Stéphanie ne cherche-t-il pas à rompre en lui mettant tout sur le dos? C'est une question qu'elle se pose. Que bien sûr, peut-être Stéphanie a été un peu maladroite, mais que ça vaut pas une telle manipulation et que peut-être il lui fait payer sa rancœur. Il va vous donner une réponse au dernier moment et ce sera à celui qui osera, lui ou vous, prendre une décision. Décidez dès maintenant et tenez-vous quoi qu'il arrive ensuite. Le plus difficile est de prendre une décision. Vous serez mieux ensuite. Ça, c'est vrai que la décision, c'est toujours le choix. La question du choix est la plus délicate. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis avant d'accueillir Sarah à l'antenne, je voulais dire merci à Nadège pour son mail. Nadège qu'effectivement j'avais eu à l'antenne cet été et qui a lu beaucoup de livres depuis et qui dit que ça lui a apporté beaucoup, tant mieux Nadège. Et puis qui nous conseille un livre à l'antenne, un livre que je ne connais pas. Alors je vais le découvrir avec plaisir. Merci Nadège. Et ça s'appelle Le sentiment d'abandon de Saverio Tomasella.
Thomasedela. Voilà, s'il y a des auditeurs que ça intéresse. Et puis, merci également à Miss Surprise. Voilà, et puis Marianne qui nous dit la superbe chanson, effectivement, très belle qu'on vient d'entendre. Sarah, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si... voilà, je viens de parler à votre collaboratrice. Oui. Alors, je ne sais pas s'il vous faut que je vous résume un peu ma situation. Alors oui, parce que les auditeurs vous ont pas bien entendu sûr, et je connais un l'entends. petit peu votre histoire, mais voilà, je vais pouvoir vous suivre un peu. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai expliqué à votre collaboratrice, j'avais déjà appelé il y a 3 ans, j'avais eu Caroline Dublanc, Oui. mais ça, c'était pour dans un autre contexte, en fait, qui n'a rien à voir avec le contexte du moment. Mhm. Et donc j'ai 50 ans, je suis d'origine kabyle, mais j'ai pratiquement toute ma vie vécu en France, très très fortement imprégnée de la culture française, super bien intégrée, une véritable passion aussi bien pour la langue que pour le pays, que pour l'histoire, etc. Et donc j'étais mariée à un Algérien pendant 20 ans. Ensuite, j'ai divorcé il y a de cela 11 ans. Et depuis, j'étais restée seule jusqu'à il y a 2 ans et demi où j'ai rencontré, donc, dans le contexte de mon travail, lors d'un congrès, quelqu'un avec lequel je me suis de suite super bien entendue, qui lui, par contre, est français, entre guillemets. Je suis française aussi. Hein. Oui, oui. C'est la petite boutade, mais bon, oui. Il est un peu plus français que moi. J'en sais rien du tout. Et donc, on s'est super bien entendu. Lui traversait des moments très, très difficiles. Et moi, je suis arrivée dans sa vie. J'ai déboulé comme ça une boule de vie, malgré tout ce que j'ai enduré, toutes les peines et les souffrances que j'ai traversées dans ma vie, mais je suis quelqu'un de vivant. Oui, voilà. oui. J'ai une véritable passion pour mon métier. J'ai une passion pour l'être humain de façon générale. Je m'implique beaucoup dans l'humanitaire. Oui. Et vous êtes médecin généraliste ou vous avez une spécialité ? Je suis spécialiste. Spécialiste. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, oui. Voilà, aujourd'hui, dès le départ, quand il a parlé de moi à ses parents ont crié au scandale. De suite, ils ont dit, il n'est pas question, je répète les mots, parce que c'est des mots, et je vous promets que c'est très douloureux pour moi de prononcer ces mots-là. Hein. Il est hors de question que tu nous ramènes une arabe à la maison. Voilà. Sa maman a même été jusqu'à dire, la seule arabe que j'ai connue, c'est la femme qui fait les escaliers. Oh là là, il n'est pas question que j'en reçoive une chez moi. Bref. Donc, ces gens-là ne m'ont jamais accepté, ne m'ont jamais accueilli, n'ont jamais cherché à savoir ni comment j'étais, à quoi je ressemblais, ce que j'aimais, etc. Bref. Et jusque-là, on a fait 100. Il a aussi 2 filles, 2 grandes filles. Et avec ça s'est bien passé avec ces filles ? Avec l'une des filles, l'aînée m'a rencontrée une fois, il me l'a présentée une fois. Nous n'habitons pas la même ville. Hein. Nous habitons tous les deux le sud-ouest, mais nous n'habitons pas la même ville. Nous sommes à 300 km l'un de l'autre. Et en fait, elle a été très, très froide avec moi et elle n'a jamais voulu m'adresser la parole. Et quand elle invite son père, elle l'invite seule. Par exemple, pour son anniversaire, je lui avais envoyé un petit texto auquel elle n'a jamais répondu. Elle s'est fait opérer une fois, je lui ai envoyé un texto, elle n'a jamais répondu. Donc, elle dit clairement qu'elle n'avait pas envie d'affaire. Oui, elle ne souhaite pas, d'accord, elle ne souhaite pas avoir... Bon. Voilà. Mais... Quant à la seconde, ça allait plus ou moins, on ne se voyait pas beaucoup, on s'est vu 3 ou 4 fois, mais elle est très charmante et très, très gentille. Et ça se passe bien, d'accord. Bon, ça se passait et ça, c'est bien. Le choix des grands enfants. Ça se passait bien, entre guillemets. Et voilà, donc, si vous voulez, jusque-là, ça allait très, très bien entre nous. Jusqu'au mois de septembre, où, fin août, déjà, j'ai eu un petit problème de santé moi-même, auquel lui, il n'a pas su me réconforter ou m'apporter le confort que j'attendais, l'attention que j'attendais.
Oui, ça arrive quelquefois dans les couples. Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, je lui en ai pas voulu. Oui. Ensuite, dans la foulée, j'ai un grand garçon, un grand-fils qui a 27 ans et qui s'est marié. Bien sûr, mariage auquel je n'étais pas invitée, je n'avais pas le droit d'assister et de toute façon, je ne pouvais pas y aller, étant donné que ce mariage se passait en Algérie. Et là, ça a été une terrible souffrance pour moi. Ah oui. Pourtant, je savais que ce mariage allait avoir lieu depuis plus d'une année avant. Je m'étais préparée psychologiquement. J'ai pas arrêté de me raisonner. Mais au moment, c'est-à-dire plus la date butoir approchait, moins j'allais. Et ça allait de mal en pis dans le sens où... Et vous avez été malade au moment en fait du mariage de votre fils, c'est ça? Voilà. D'accord. J'ai été malade moralement, je ne supportais pas cette idée. Qui se marie ou que je ne sois pas là. Que vous soyez... Pas qu'il se marie. Au contraire, j'étais heureuse. Et vous ne pouviez pas être là pour des raisons de santé? Pour des raisons, non, de sécurité, pour des raisons personnelles, parce que je ne pouvais pas partir là-bas. Là-bas. Je n'ai pas le droit d'y retourner. D'accord. Son père, qui est mon ex-mari, a formellement interdit ma présence. Ah oui. Donc voilà, c'était très, ouais, très donc douloureux. C'est très douloureux. C'était extrêmement douloureux. C'était un véritable déchirement. Bien sûr. Et du coup, je n'assurais pas. Bien sûr. Comment dire, je ne pouvais pas. Bien sûr. Je faisais des efforts surhumains pour aller travailler, pour donner le change, pour essayer de... Mais... oui, vous êtes exclu. Ouais. Je ne pouvais pas. Oui. Je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. Et lui, donc mon ami actuel, m'a dit, lui, ça ne lui plaisait pas que je sois comme ça, mais tu es complètement absente, je te parle, tu ne m'écoutes pas, et puisque c'est comme ça, moi, de toute façon, je ne viens plus. Tu dis que ton fils se marie à telle date, on va dire le 15, moi, je reviendrai le 15 octobre, je reviendrai vers le 17 octobre. Ouais, alors il supporte pas votre maladie, il supporte pas quand vous traversez des moments difficiles et douloureux. Enfin, c'est un compagnon qui veut bien être là quand vous l'accompagnez, quand vous l'accompagnez, mais pour vous accompagner vous, il est un peu moins là. Voilà, tout à fait. C'est ce que je comprends. Et donc, durant ce laps de temps où j'étais seule et lui était seul, et comme c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui se confie énormément à sa maman, qui raconte les moindres petits détails de sa vie à sa maman, il a dû lui raconter que nous, en ce moment, il était seul, plus que moi, et elle lui a sorti, mais bien sûr, je t'avais prévenu, les Arabes, elles sont comme ça. Et les Arabes, elles sont plus attachées à leurs enfants et tu verras, cette femme n'est pas fiable et de toute façon, ses filles et ses parents lui ont imposé un choix dans le sens où maintenant, il faut choisir, c'est elle ou nous. C'est lui qui vous a raconté tout ça, Sarah? C'est lui qui me l'a raconté parce que si vous voulez, à force une fois, de ne plus avoir de nouvelles, j'ai fait le forcing dans le sens où je voulais savoir ce qui se passait. Bien sûr, oui. Comment avions-nous passé 2 ans et demi presque idyllique, où on s'entendait, grande complicité, puis comme on fait le même métier, malheureusement, c'est pas très, très agréable à dire, c'est rigolo, mais souvent on parle c'est intéressant. La même passion qui nous anime aussi, bien sûr. Et on était sur la même longueur d'onde, mais bien sûr aussi nous sommes très très différents, et c'est cette différence qui fait notre enrichissement. Il y avait un enrichissement, mutuel. Exactement, mutuel, tout à fait. Et donc, et moi, à chaque fois que je lui parlais, il me disait, je ne sais plus où j'en suis avec toi. Alors, tout ce qui faisait mes qualités au départ de notre relation... Ah oui, se transformait en défaut tout d'un coup. Se transformer en défaut. T'es trop dynamique pour moi, t'es trop intello pour moi, tu lis trop, t'es trop passionné, tu t'investis trop dans l'humanitaire. Alors qu'au début, quand je l'ai rencontré... Oui, tout ça a été formidable. Tout ça a été formidable, que j'étais la femme extraordinaire. Et vous pensez que ça vient pas de lui, toutes ces... ce retournement? À un moment donné, je lui disais, mais attends, c'est pas possible que tu me dises ça. Oui, et comment il a réagi? Et je lui ai dit, je veux que tu... Tout ça, c'était par téléphone. Oui. Un jour, je lui ai dit, écoute, tu viens, je veux que demain, tu sois chez moi, je veux qu'on en parle les yeux dans les yeux. Il me dit, je ne peux pas. J'ai dit, je m'en fous, tu peux. Il me dit, non, je peux pas. J'ai dit, bon, alors si tu ne peux pas, moi, il était 11h du soir ou minuit, je dis, bon, c'est pas grave, moi, je démarre maintenant.
j'arrive chez toi à 2h, 3h du matin, tu ne peux pas me fuir indéfiniment. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on tranche. Mais que je ne veux plus que rester comme ça, en suspens, ne plus savoir. Et vous avez pu le voir ? Et donc, il est arrivé le lendemain. Il était mal à l'aise. Et puis, tout ce qu'il me répétait, on avait l'impression qu'il se protégeait en me disant « Laisse-moi du temps. Je veux prendre du recul. » Et puis, à un moment donné, je me disais « Mais c'est quoi cette notion de prendre du recul qui est devenue très à la mode en ce moment ?» Dès qu'on veut fuir une relation ou une situation quelconque, on dit « Je veux prendre du recul. » Tu veux prendre du recul. Est-ce que tu m'aimes ou non ? Il me dit « Je t'aime. » J'ai dit, est-ce qu'on peut prendre du recul par rapport à des sentiments ? Les sentiments, ils sont là, présents. On aime ou on n'aime plus. C'est juste, oui. Alors, si tu sais que tu m'aimes et que tu as envie de faire un bout de chemin avec moi, c'est très bien. Sinon, tu ne m'aimes plus, là, c'est pas grave. Tu me le dis clairement, je ne t'aime plus. Ou je ne t'aime plus comme avant. Ou comme tu veux, tu me le formules de la manière que tu choisis. Mais il faut absolument. Il me dit, tu ne comprends pas. J'ai dit, mais je ne comprends pas quoi ? Il dit, moi, je ne cherche qu'à comprendre. Il me fait, voilà, ma famille, elle ne veut plus de toi. Et je ne sais pas quoi faire. Ils se sont écartelés entre sa famille. Vous dites qu'il a une relation assez forte à sa maman, c'est ça ? Et ses filles surtout, parce que si vous voulez, vous savez, quand on fait les carrières que nous avons, les études que nous faisons avec la longueur des études, etc., on s'investit beaucoup dans le métier. Peut-être que quelquefois, je ne dis pas qu'on abandonne nos familles, mais on n'est pas toujours très présent. Et que lui, peut-être en tant qu'homme, il s'est beaucoup plus investi. Donc, après son divorce, maintenant ses filles sont grandes, peut-être qu'il se déculpabilise en étant beaucoup plus proche, en faisant plein de choses pour elle, etc. Je ne sais pas, j'essaye d'interpréter. Il y a plutôt la mère qui a l'air, qui joue pas un rôle très bien dans cette histoire, surtout avec un homme qui a déjà 50 ans, c'est ça ? Il a plus de 50 ans. Oui, bon, il ferait mieux de laisser son fils tranquille. Voilà. Et alors là, vous en êtes où aujourd'hui ? Et donc là où j'en suis on en était donc là. Il me dit, moi, je t'aime, je sais que je ne peux pas vivre sans toi, c'est toi qui m'as donné goût à la vie, c'est toi ci, c'est toi ça. Mais étant donné que ma famille ne veut pas de toi, moi je vais passer Noël avec ma famille, mais je reviens après. Et je lui dis, tu trouves que c'est normal ? Il me dit, mais oui, mais parce que si ça se trouve, tu sais, Noël, c'est une fête de famille. J'ai dit, et moi, je suis quoi dans ta vie ? Et du coup, pour Noël, moi, il me laisse seule. Il dit qu'il y va contraint et forcé, parce que c'est une obligation, que toute la famille, ses frères, les épouses, les neveux, nièces se réunissent tous chez ses parents, que lui ne veut pas gâcher la fête. Qu'il y va à la dernière minute, qu'il fait le repas et qu'il rentre chez lui, et qu'après la fête, je veux séparer les choses. Il me dit, je veux séparer les choses. Mais moi, je lui dis, mais de toute façon, c'est une relation qui n'est pas viable. Pour moi, ce n'est pas viable. Qu'est-ce qui n'est pas viable ? Qu'il ait une relation avec sa famille en ayant une relation avec vous ? Moi, personnellement, je ne suis pas dans une optique de destruction. Oui, mais qu'est-ce qui n'est pas viable ? Quand vous dites... Ce qui n'est pas viable, pour moi, c'est de vivre, qu'ils vivent avec moi, tout en m'écartant de sa famille et écartant sa famille de moi. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lui, il a acheté un terrain dans la ville où j'habite et qu'il a entamé la construction de sa maison. Pour vivre avec vous ? Pour vivre avec moi. Oui. Et moi, je lui ai posé cette question clairement. J'ai dit, bon, ok, comment on fera quand on sera chez toi ? Il me dit, non, ne dis pas chez toi, c'est chez moi. J'ai dit, non, ce sera chez toi, parce que c'est ta maison, c'est toi qui l'as construite, ce n'est pas moi. J'ai l'impression, il me dit, de toute façon, si mes parents acceptent le fait que tu es ma compagne et que tu seras la maîtresse de maison, ils seront les bienvenus. Sinon, ils n'ont qu'à pas venir. Mais... Et j'ai dit, et tes filles, et mes filles, c'est pareil. Si elles te respectent pas, elles ne seront pas les bienvenues. Mais je ne veux pas de ça. Pourquoi ? Parce que c'est, comment vous dire,
Parce que là, enfin, moi, ce que j'entends, Sarah, mais arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes en train de... Alors, il s'est fait balloter pendant votre souffrance et il n'a pas su assumer, il n'a pas réussi à assumer votre souffrance et il n'a pas su faire, ça c'est une chose. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans de nombreuses relations et ça existe aussi, le pardon quand on s'aime et à un moment donné on passe un tronc, on n'est pas soutenu par l'un et c'est des choses qui arrivent, on n'est pas non plus tenu, on n'est pas dans des perfections toujours dans des relations, ça n'existe pas. Ensuite, il se fait rattraper par sa famille, mais là il est en train de réaliser qu'il s'est laissé rattraper par le racisme de sa famille et il en souffre et il est en train de vous dire qui tient à vous et il est un peu paumé, on va dire, et écartelé entre une famille qui le tiraille et puis son amour pour vous. Donc il a du mal à faire un choix. La question, que je voulais vous poser, c'est quel Noël vous avez passé l'année dernière? Vous l'avez passé avec lui ou il était avec sa famille quand tout allait bien? Alors l'année dernière. Ou l'année d'avant, ça fait 2 ans que vous êtes avec lui, la première année, je l'ai passée seule parce qu'on venait juste de se rencontrer. Et la deuxième année? Et la deuxième année, ça s'est passé chez un de ses frères. Oui. Donc. Et vous étiez là? J'étais là. Ses parents ne m'ont pas du tout adressé la parole, m'ont royalement ignoré. La seule personne qui m'a parlé, qui était agréable avec moi, c'était sa belle-sœur, qui en l'occurrence était, et toujours, bien sûr, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé, une femme très gentille, très agréable. Mais moi, je l'ai très très mal vécu. J'étais mal. C'est normal. J'étais très mal. Alors voilà, c'est ça que je voulais savoir, Sarah, parce que ce qu'il y a, c'est que là, donc, si je reprends l'historique que je faisais de votre relation, aujourd'hui, il est écartelé. Il sait que le Noël de l'année dernière, où vous étiez là, c'est pas bien passé pour vous, ni sans doute pour lui, ni pour sa famille. Il peut pas vous réimposer dans sa famille vu le contexte d'aujourd'hui, parce qu'ils sont sans doute encore plus braqués que l'année dernière, vu tout ce qui s'est passé. Mais il continue à tenir à vous. Là, il est dans une impasse, c'est-à-dire que il vous demande une chose, il vous demande de lui pardonner, en tout cas que vous l'attendiez, qu'il a besoin de passer ce Noël avec sa famille, qui est quand même son histoire, ça reste sa famille, et qui veut, et qui se sent mal de pas être avec eux demain. Et en même temps, il vous dit, mais il y a le projet du terrain, de la maison qui continue, et il vous dit, c'est notre maison. Quand vous dites, je veux pas de ce projet-là parce que ce sera sa maison et pas la mienne, vous lui refusez la proposition en fait qu'il est en train de vous faire, qui dit je construis une maison pour nous deux. Et puis quand vous dites, vous êtes déjà à l'étape d'après en disant mais tes parents, ta famille, comment on fera? Mais lui, il est dans un temps long, c'est-à-dire qu'il est en train de se dire aujourd'hui, dans la situation au jour d'aujourd'hui là, du Noël de demain, je peux pas être avec Sarah vu le contexte, mais comme je continue de choisir Sarah, je continue, il ne se dédie pas de construire la maison, d'avoir le terrain, ce sera notre maison, et le jour où on sera ensemble, et ben là, ma famille sera obligée d'être devant la réalité de cette nouvelle situation. Vous voyez, c'est pas des situations figées. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui. Et puis dernière chose que je voulais vous dire et après effectivement je vous laisse répondre et que je ressens, c'est que dans les histoires dans ces âges-là, enfin 40, 50, ces histoires recomposées de nouveaux couples, de nouveaux assemblages, on arrive toujours avec un passé, avec une histoire. On peut pas demander à une personne d'être neuf comme à 20 ans ou à 30 ans de son passé. Lui, il a ses enfants, une famille, des choses construites avant vous. Donc, il arrive avec tout ça. Vous avez votre histoire et malheureusement, vous pouvez pas refaire un lien avec. Donc, c'est compliqué pour vous aujourd'hui d'accepter qu'il ait un lien avec une famille, alors que vous en avez une qui est en Algérie que vous pouvez pas voir. Donc ça, c'est super douloureux. Donc forcément, et c'est très humain et légitime de votre part de se dire un peu c'est pas juste quoi, lui il a ce que je n'ai pas, mais c'est pas pour autant que vous devez lui refuser et il peut cloisonner, on peut cloisonner. Je pense qu'arriver à un certain âge de la vie, quand on a comme ça des tranches de vie et après une rencontre, on peut avoir, il peut rester le fils de sa mère, le père de ses filles, et votre homme à vous et votre compagnon et votre amoureux, il peut être
ces 3 hommes-là à la fois, le fils, le père et l'amant, le compagnon, le mari peut-être, en étant un homme qui s'ancre à chaque fois dans ses identités, ses relations. Et pour autant, quand il est avec sa famille, ça ne signifie pas qu'il vous rejette et qu'il veut plus de vous. Vous voyez, alors c'est ça. Je voulais savoir comment vous recevez ce que je vous dis là et si ça vous parle. Je l'entends très bien ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Mais en fait, vous avez raison dans le sens où moi je souffre terriblement de ne pas avoir ma famille auprès de moi. C'est certain. Bien oui, c'est très dur. Mais je suis aussi profondément, excusez-moi, je suis très émue. Oui, je comprends. Je suis profondément blessée. Oui, vous êtes blessée de cet homme. Je suis blessée parce que je trouve tellement injuste de rejeter une personne juste parce que personne au monde n'a choisi de naître à tel ou tel endroit. Personne au monde n'a choisi d'avoir telle ou telle culture. On est né comme ça. Ça ne fait pas de nous des infra-humains. Mais bien sûr, ça ne peut pas, au contraire. Mais vous voyez là, vous êtes... Excusez-moi, parce que... Oui. Moi, j'ai été rejetée dans mon pays parce que justement, je ne correspondais pas aux normes de là-bas. Et maintenant, vous rejetez ici. Et je me rejette ici juste parce que j'ai du sang arabe dans les veines. Et les gens, on va dire, qui sont d'origine maghrébine, dans le cadre de mon travail, quand ils me parlent et qu'ils ont du mal quelquefois à s'exprimer en français, et quand je leur parle en arabe, ils sursautent, ils sont étonnés parce que ils sont de la chance de vous je ne suis pas du tout typée. C'est horrible de dire ça, mon Dieu. Non, c'est pas horrible de dire je ne suis pas typée. Mais moi, j'aimerais peut-être quelque part être typée et qu'on me classe définitivement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. J'aimerais être définitivement classée dans une catégorie. Et qu'on me juge tel qu'on me juge, je m'en fous. J'assume. Moi, je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de la richesse que j'ai. Je suis heureuse d'avoir ce patrimoine que j'ai, cette culture arabe, cette culture berbère. Je parle couramment le berbère, je parle l'arabe, je parle couramment anglais. J'adore le français. C'est une richesse que j'ai en moi. Bien sûr. Et personne ne me l'enlèvera. Mais d'être juste rejetée comme ça fait très mal. Oui, je comprends. Très mal. Voilà. Et du coup, maintenant, quelque part, je n'ai plus complètement confiance dans cet homme. Je me dis, à partir du moment où là, il m'a laissé tomber parce que juste que j'allais mal, parce que j'avais un événement dans ma vie qui était un passage très difficile. Comment puis-je lui faire confiance si demain il m'arrive quelque chose de plus grave? Ça, je comprends. Si demain, par exemple, si demain on m'appelle d'Algérie et j'ai la chair de poule et qu'on me dise et qui voudra... qu'un des membres de ma famille est décédé. Et là, je vais vivre un drame très profond. Sera-t-il là pour moi? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Sarah. En fait, c'est ça mon problème. Je suis très, très, très déchirée dans le sens où j'aime cet homme et je tiens à lui. Mais en même temps... Il y a un risque. Il y a un gros risque. Et le risque, il est là, il est présent. Je ne peux pas me voiler la face. Et là, je souffre et je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire maintenant, écoute, on arrête tout et tant pis. Oui, mais Sarah, vous voyez, c'est dans la société d'aujourd'hui, on veut plus prendre le risque de l'amour, prendre un couple, être en couple. L'amour, c'est un risque. Et c'est vrai que c'est un risque d'être blessé. Vous savez, faire confiance. Le jour où on fait confiance, on prend le risque d'être trahi. C'est ça, donner sa confiance. Donner sa confiance, c'est accepter inconsciemment d'être trahi parce qu'on donne sa confiance et on ne sait pas si un jour on va pas vous l'enlever. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le fait de vous sentir exclu, de ce sentiment terrible que vous avez d'exclusion dans votre pays et ici, et qui est aussi votre pays, puisque vous disiez vous êtes vraiment, dans vos deux attaches, on va dire. Je préfère parler comme ça. Oui, mais moi, comme l'a dit un très grand écrivain algérien, il est décédé, Kabil Yassine, il disait la langue kabyle et l'arabe sont mes langues maternelles,
Et le français est mon butin de guerre. Ah, c'est beau, oui, c'est très beau. Et c'est vrai que c'est une richesse, et je vous promets, ce n'est pas parce que je vous parle. Non, mais je vous entends, Sarah. Mais vous ne pouvez pas savoir comment je suis une passionnée de lecture et combien je dévore les livres et j'entends. J'adore l'histoire de la française, et la géographie, le pays. Et quand je vois tous ces préjugés, tous ces clichés. Sarah, ce qui moi, était... quand j'ai... Excusez-moi, je termine, je peux juste dire ça. Quand j'ai osé dire, c'est même pas osé par mon âge quand même, après 10 ans de solitude, quand j'ai rencontré cet homme-là, et qu'au bout de 3-4 mois, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père en disant « Papa, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, peut-être que voilà, pour le moment, ça se passe très bien. » Il n'a pas crié au scandale. Il n'a pas sauté au plafond en disant « Oh là 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 là, mais quelle horreur, un Français, mais non, t'es pas là. » Il m'a juste dit « Je suis très heureux pour toi et j'aimerais juste que cet homme prenne soin de toi, qu'il t'apprécie à ta juste valeur. » C'est tout ce qu'il m'a dit. Est-ce que Sarah, vous vous êtes sentie appréciée quand même par cet homme? Est-ce qu'il y a des bonnes choses? Oui, parce que... appréciée parce que je suis quelqu'un... Enfin, je n'aime pas parler de moi, je déteste ça. Je suis quand même... quelle horreur! Une belle femme, une femme intelligente, une femme qui fait beaucoup de choses, qui bosse, qui voyage, qui lit énormément, qui adore, qui peut discuter philosophie, histoire, tout ce que vous voulez, médecine, enfin tout ce que vous voulez. Donc, je suis pour, comment dirais-je, une richesse en permanence. Oui, il a beaucoup de choses alors. Et il en a pris s'en rend compte et il me dit, mais j'ai une chance inouïe de t'avoir. Mais le problème, c'est qu'il suffit que sa mère ses filles. Mais Sarah, pour insinuer le doute, que le doute s'immisce en lui. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'il se sente... Il est sans doute très écartelé, parce que ce que vous me dites, vous voyez ce que je ressens en vous écoutant, c'est que cet homme vous aime profondément et qu'il est écartelé entre une famille raciste et rejetante et épouvantable, et que je pense qu'il en a honte lui-même vis-à-vis de vous, et qu'en même temps c'est lui, enfin il vous a choisi, sauf que il a peut-être encore besoin de grandir par rapport à sa famille, et vous lui demandez quelque chose qu'il est dans l'incapacité de faire, c'est-à-dire de vous choisir à 100%, vous voyez. Je parlais tout à l'heure. C'est pas du tout ce que j'ai demandé. Moi, je lui ai dit. Pour vous, ce serait plus rassurant. Non, pas du tout. Non. Moi, justement, ce que je lui ai demandé, je lui ai dit exactement ces mots. J'ai dit, moi, il est hors de. Je sais, de par mes origines, quelle est l'importance d'une famille. D'un papa, d'une maman, d'un enfant, d'une tante, d'une oncle, tout ça. Je le sais. Je ne le sais que trop bien. Surtout, d'autant plus que je suis, moi, complètement éloignée de ma famille. Et il est hors de question pour moi de porter la responsabilité qu'un jour cet homme me choisisse, moi, contre sa famille. D'accord, je ne veux pas. D'accord. Je lui ai dit que j'étais prête à renoncer à cet amour, même si je l'aimais passionnément, que je préférais qu'il reste avec sa famille. Plutôt que d'être avec moi et de alors, se sentir vous déchirée. voyez, Sarah, il y a une petite contradiction là, dans ce que vous dites, mais c'est normal. Hein. En même temps, vous avez du mal à comprendre qu'il puisse passer Noël avec sa famille demain et pas avec vous. Et donc, et en même temps, vous dites, mais moi, je veux surtout pas qu'il renonce à sa famille pour moi. Mais il y a quelque chose chez cet homme qui vous blesse profondément. C'est d'où il vient. Quand je dis d'où il vient, c'est le monde de cette famille-là qui vous rejette. C'est ça qui est compliqué pour vous dans cet attachement. C'est que, en fait, face à lui, face à la famille dont il vient, il ravive en permanence votre blessure, sans même le vouloir à la limite, vous voyez. Mais en tout cas, dans les propos
qu'il a rapporté de sa mère. Et là, j'avoue que c'est quand même maladroit de sa part, parce que là, c'est ça qui vous a détaché, blessé, qui vous fait peur, qui vous demande si vous pouvez avoir confiance. Mais je pense que lui, il a fait un signe de confiance envers vous, vous voyez. Mais pour vous, ça a créé un doute, alors que je pense que lui, il faisait sans doute en termes d'ouverture. Toujours est-il que quand je relève la contradiction de dire non, je veux pas le séparer de sa famille, et en même temps, demain, il va choisir sa famille plutôt que moi pour passer Noël. Et ça, c'est douloureux pour moi. Que seul soit, ça le l'est. Ça le l'est certainement, Sarah. Parce qu'être seule demain, alors que votre famille est très loin, que vous pouvez pas être avec, et que lui est avec la sienne, que vous sentiez encore plus seul, encore plus rejeté, encore plus écarté, c'est toute cette famille qui est blessante pour vous. Mais c'est peut-être pas lui. Peut-être que vous aussi, vous pourriez faire la part des choses. Et puis, peut-être aussi que ce serait bien vous dites, vous lisez beaucoup de philosophie, tout ça tout à l'heure. Ce serait intéressant, mais j'imagine que vous l'avez déjà fait, mais de continuer à travailler sur toute cette blessure de rejet qui doit être terrible à vivre, pour essayer de vous reconstituer, parce que vous avez une très belle identité, comme vous l'avez dit là sur cette antenne. Vous avez une identité riche de plein de choses. Vous parlez 3 langues, vous êtes riche de 2 cultures différentes, vous êtes pleine de belles choses. Faites-en quelque chose de doux pour vous, et pas un glaive. Vous voyez, on sent comme un glaive, on sent comme un écartèlement. Il y a quelque chose aussi à travailler en vous-même par rapport. C'est pas les autres qui vont vous donner votre identité. C'est pas sa famille à lui, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas votre famille en Algérie, c'est pas l'extérieur qui va vous donner votre identité, c'est vous-même. Et vous avez tout le pulse. Faites le pulse. Prenez peut-être ce moment demain pour le faire, de reconstituer tous ces morceaux qui est en vous, qui sont magnifiques, pour faire la belle femme que vous êtes, et que vous me dites que vous êtes, et que j'entends ce soir. Voyez, c'est ça qui vous aide, qui adoucirait la blessure. Un peu comme ce que je disais à Dominique au début de l'émission, de prendre soin de vous. Là, il y a un soin de vous à prendre. C'est pas lui qui va prendre. Il sait pas. Il est perdu. Il est sans doute très impressionné aussi, par la femme très complète et très brillante que vous êtes, et en même temps très attaché. Donc, c'est à vous, là, vous qui êtes médecin, qui soignez les autres, de vous tourner vers vous, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah ? Oui, mais vous savez quoi ? Enfin, ça n'a rien à voir avec ma situation à moi personnelle. Mais quand vous voyez aux infos, vous entendez aux infos, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, que pour des raisons politiques ou politiciennes, on stigmatise tous ceux qui oui, sont en ce moment, oui, ça vous fait mal. Mais bien sûr. C'est vous, parce que c'est pas parce que mais c'est bien moi sûr. qui doute de moi-même ou de ce que je vaux. Non, bien sûr que c'est. Non, mais bien sûr, Sarah. J'ai pas dit que vous doutiez de vous. Pas, mais nous le vivons au quotidien. Bien sûr, à travers des infos, à travers un regard, à travers à travers. C'est vrai. Et quand vous avez de surcroît dans votre propre vie personnelle des gens qui vous revient, qui vous rejettent à la figure, vous dites bon, c'est quoi ? Alors il vaut mieux que je reste seule, il vaut mieux que je renonce. Moi, voyez-vous, dans ma tête, je le laissais passer les fêtes de demain soir avec sa famille, et dimanche de lui envoyer un texto pour dire maintenant c'est fini, je t'aime, mais je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est-à-dire, encore une fois, m'infliger une douleur supplémentaire, peut-être à passer à côté d'un bonheur, peut-être, mais je sais pas, Sarah, il y a des réactions là pour vous à l'antenne. Il y a Nicole qui a envie de vous parler. Nicole, vous êtes là ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Nicole. Nicole, vous vouliez réagir au propos de Sarah ? Oui. Oui, voilà.
j'entends. Et ce que je voulais dire à Sarah, j'ai vécu exactement une histoire complètement similaire à la sienne, dans tous les détails. J'avais à l'époque 24 ans. Et moi, j'étais une blonde aux yeux bleus. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Et je suis rentrée dans une famille avec un schéma familial extrêmement étroit. Et il s'est trouvé que ces gens-là ont appris, donc mes futurs beaux-parents à l'époque, ont appris que ma mère, je ne sais pas par quel biais, n'avait pas, était mère célibataire. J'ai eu la même vie qu'elle, non pas parce que j'étais arabe, mais parce que j'étais une enfant naturelle. J'ai tout entendu, que j'étais une enfant du péché, que je n'avais pas le droit au bonheur, que je n'avais qu'à me marier avec son copain, mon fiancé à l'époque, qui était lui un enfant divorcé. J'ai tout entendu. J'étais infirmière, ça suffisait pas. J'étais pas le mal, j'étais un mannequin. Je pouvais pas être quelqu'un de sérieux. J'ai tout entendu. Il est pris, lui, dans la même situation que l'ami de Sarah. Le conflit de loyauté avec ses parents. Et d'un côté, il y avait moi. Et d'un côté, il y avait ses parents. Et d'un côté, il y avait le sentiment de culpabilité. Il ne s'en sortait pas. Ça a duré 18 mois. Il y a eu d'autres événements autour et j'ai fini par partir parce que, quelque part, en même temps, je l'ai soulagé. Mais j'étais jeune, j'avais 24 ans. C'était une telle pression que ça n'était plus supportable pour une jeune fille de 24 ans. Sarah, elle a 50 ans. Moi, j'en ai 67 aujourd'hui. À 50 ans, elle est médecin. Moi, depuis, j'ai été cadre infirmier. Je veux dire, on a quand même mûri, on a gagné une maturité par notre profession. Oui, Nicole. Je pense que lui aussi, mais il ne pouvait pas aller contre ses parents. Il ne s'en sentait pas capable. Il était harcelé en permanence. C'est ça qu'il faut qu'elle se dise. J'ai vu ça avec du recul depuis. Ils sont harcelés. Oui, je vous coupe 2 minutes, Nicole. Il y a Rachid qui dit Sarah a affaire à un petit garçon de sa maman qui n'a pas encore le courage de ses actes. Mais vous avez dit quelque chose de très juste, Nicole, sur le conflit de loyauté. Il est dans un conflit de loyauté et il n'arrive pas à trancher. Mais ce que dit Sarah, et je vais vous laisser la parole après Sarah parle de quelque chose qui est très douloureux et c'est vrai que là, votre histoire, je vous parle d'une histoire de rejet, Nicole, mais elle parle de racisme et elle dit c'est tous les jours, à chaque minute, dans ma vie, dans la rue, c'est quelque chose que la société d'aujourd'hui lui renvoie. On parle de ça aujourd'hui, mais moi, à 67 ans, je peux vous dire, c'était du racisme aussi. Oui. Je peux vous dire, aujourd'hui, on parle des familles monoparentales. Mais attendez, en 47, je peux vous dire qu'on était stigmatisés de la même façon. Oui. J'ai subi beaucoup de choses. Oui. Et j'ai eu la chance d'être dans un milieu, Dieu merci, du côté de ma mère, culturel, social, où on avait quand même un bon réseau social. Donc ces gens-là m'ont énormément aidée. Mais comme disait ma mère, j'ai trouvé de tout en face de moi. Et de tous les bords, et de tous les gens de type politique, et de tous les milieux. Du haut en bas, elle a trouvé des gens formidables. Donc votre conseil, Nicole, à Sarah, c'est continuer à se battre, c'est ça? Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle veut. Moi, je sais que j'ai toujours regretté après. Je suis partie, après ça a toujours été... J'ai toujours regretté. Je suis revenue 2 ans après. Et c'est là que mon fiancé a fait dire à son frère... elle est l'amour de ma vie, mais je suis incapable d'aller contre mes parents. Mais nous n'avions que 24 ans. Il n'avait pas encore de situation. Il faisait son service militaire à la coopération. Il dépendait de ses parents. Mais si vraiment... elle a quand même un geste très positif, moi je trouve. C'est la maison. Construit une maison. Mais moi je trouve aussi. Mais alors il y a First Lisa qui demande, merci Nicole de votre appel. Il y a First Lisa qui dit, mais pourquoi veut-elle se punir en rompant? Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah? Non, c'est pas me punir, c'est ce que disait Nicole, c'est le soulager. Lui, il est dans un tel conflit, comme le disait. Non, je suis pas d'accord. Quand on aime Sarah. Quelqu'un, on non, veut pas non, Sarah, non, je vous arrête. Je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vous qui décidez, parce que c'est pas vous qui décidez pour lui. Vous êtes en train de dire que vous voulez rompre pour le soulager lui. Donc vous prenez une décision à sa place, pour lui. Mais il s'agit de prendre une décision pour vous. Alors j'ai Thérèse qui... Vous êtes là, Thérèse? Allô, Thérèse? Allô? Oui, Thérèse, vous êtes en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Voilà. Alors justement, je suis une fidèle de l'émission. Oui. Et j'entends Sarah expliquer ce qu'elle en est et puis elle me fait énormément de peine. Oui. Mais il faut qu'elle tienne bon. De toute façon, si ce jeune homme l'aime, il quittera ses parents. Moi, je vais vous dire, je suis dans la même situation.
C'est-à-dire puisque je suis mariée, j'étais dans la même situation, je suis d'origine maghrébine, je n'ai comme elle ni le teint et ainsi de suite. Quand j'ai connu mon mari, ses parents m'ont rejeté. Étant donné qu'ils venaient de savoir que j'étais maghrébine, ils n'ont rien voulu savoir. Mais mon mari ne me l'a pas tout de suite dit. Mais je me rendais compte quand même que mes beaux-parents s'éloignaient, puis vous savez, ils me recevaient toujours mal, chose que j'ai très très mal ressentie. Et en définitive, ses parents lui ont dit, écoute, nous ne la voulons pas, ou c'est nous, ou c'est elle. Eh bien, mon mari, il avait 25 ans, j'avais 23 ans, mon mari a pris la décision, il a dit, c'est elle et pas vous. Ses parents lui ont dit, dans ces conditions, on préfère ne plus te voir. Il lui a dit, qu'à cela ne tienne, je n'en ai rien à faire. Et nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants, nous avons vécu très très heureux. Et voyez, mes filles, mon fils sont mariés, ils sont heureux et il faut qu'elle attende, qu'elle lui donne le temps de réfléchir et il fera son choix. Elle a tout pour elle, il n'y a pas de raison qu'elle désespère et qu'elle pleure. Voyez-vous, c'est pas la peine qu'elle le dise, tant pis, je ne te veux plus. Et il faut qu'elle patiente un peu, et quand il aura bien réfléchi, il reviendra à elle. Oui, qu'est-ce que je veux vous dire ? Oui, merci, Thérèse de votre appel. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah ? Il nous reste très très peu de temps, Sarah. Oui, je sais, oui. je sais pas. Oui. Moi, Sarah, avant de vous quitter, je voudrais juste vous lire très très rapidement, parce que je vais devoir rendre en tête quelques textos. Beaucoup d'auditeurs ont réagi à votre histoire et sont dans la peine, sont horrifiés par les propos de sa famille et par le racisme dont vous faites l'objet. Cathy dit quand même, ne vous posez pas en victime par rapport à l'homme. Si vous voulez, Liane dit aussi de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de réfléchir à vous. Je crois que vous avez un point à faire sur vous-même, Sarah, qui me semble important dans ce jour de Noël. Je vous souhaite vraiment de vous retrouver et d'écouter votre douleur et de pas prendre une décision comme ça si précipitée. D'accord, Sarah, réfléchissez bien. Et je vous embrasse. Bon Noël à vous. Bon Noël à tous les auditeurs. Il est 1h. On se quitte. On se retrouve lundi.